Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le docteur Idrissa Fak. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de répondre à la question de savoir si Poutine va perdre cette guerre. Donc, dans cette vidéo, on va étaler en réalité le contexte économique actuel et avec les sanctions qui ont été déjà mises en place. Et bien sûr, on va essayer d'entrer maintenant en détail sur la résilience potentielle de la Russie face à cette guerre qui est non seulement financière, mais aussi physique et militaire. Donc, sans plus tarder, intro. Avant toute chose, je voudrais donner la chance ici à chacun de vous de pouvoir gagner jusqu'à la somme de 100 $ afin de pouvoir commencer à constituer son capital de trading crypto forex. Et pour cela, tu as 3 choses à faire. La première chose, bien sûr, de t'abonner sur cette chaîne YouTube Afro Forex et bien sûr, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième chose, c'est de pouvoir nous dire en commentaire la raison pour laquelle tu t'intéresses au trading, bien sûr. Et la troisième chose, c'est de pouvoir partager ceci dans au moins 10 groupes Facebook, WhatsApp, Telegram et bien sûr, liker cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance et on va se dire à tout de suite. Très bien, comme je disais tantôt dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir à quel point est-ce que la Russie pourrait être résiliente aux sanctions qui sont en train d'être mises en place à son égard. Donc, vous le savez très bien, depuis quelques semaines ou alors depuis quelques jours, la Russie subit bien sûr des tonnes de sanctions et qu'elle devrait en principe être capable qu'elle devrait être capable de supporter malgré le fait qu'elle soit en guerre. Je tiens à préciser ici que ça fait déjà quasiment 14 jours et peut-être plus que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine. Et donc, du coup, il se trouve que à la suite de cet envahissement, il y a eu des répliques du côté de l'OTAN et des pays de l'Occident avec des sanctions qui se sont vues pleuvoir ou alors tomber on va dire quoi, on a vu pas mal de sanctions qui sont tombées sous une forme plutôt effervescente du côté non seulement des États-Unis, de l'Europe, bien sûr de l'Australie et dans quasiment tous les pays, non seulement du G7 et de l'OTAN. Donc, je vais ici aller tour à tour sur quelques sanctions qui ont été mises en place face à la Russie et qui ont bien sûr peut-être mis en difficulté quelque part la Russie. Mais je tiens déjà quand même à préciser quelque part que la Russie, chaque jour, pour cette guerre, dépense environ 20 milliards de roubles. Donc, du coup, quelles sont les sanctions déjà que les Européens et les Américains et bien entendu les Australiens sont en train de mettre en place à la Russie? C'est de manière globale, en fait, des sanctions plus ou moins financières dans le cadre financier. Dans le but ici, tel que l'ont précisé certains gouvernants dans certains pays, en l'occurrence ici, le gouvernement de l'Amérique, n'est-ce pas, l'État américain, c'est de pouvoir neutraliser clairement la Russie. Et je pense que la représentante de l'Union européenne a également précisé cela. Donc, on peut voir ici, par exemple, que du côté de l'Union européenne, il y a eu plutôt les sanctions sur le SWIFT, n'est-ce pas? Donc, la Russie a subi des sanctions sur le SWIFT. Le SWIFT n'est rien d'autre que le réseau de télécommunications international du système financier mondial. Donc, le faire déjà a permis à l'Union européenne et bien sûr aux États-Unis de couper en fait clairement la Russie du reste du monde. Donc, les avoirs de la Russie se sont vus gelés, n'est-ce pas? Les avoirs de la Banque centrale pour préciser. Donc, coupant ainsi la Russie du réseau SWIFT, en fait, permet alors empêche, on dirait comme ça, la Russie de pouvoir, bien entendu, faire les transactions à l'échelle quasiment internationale. Et donc, ça, c'est d'entrée de jeu. Maintenant, non seulement le SWIFT a été coupé, mais on peut bien voir que de notre côté, le Japon a bien entendu aussi mis en place un processus de sanctions qui en alignement avec
les accords du G7. Donc, du coup, le Premier ministre du Japon s'est prononcé sur ce sujet en disant, bien sûr, qu'ils vont geler tous les avoirs ou alors les banques suisses qui sont dans le réseau, les banques russes qui sont dans le réseau SWIFT, et ils vont geler clairement tous les avoirs de Poutine. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont dit clairement du côté du Japon. Par ailleurs, du côté de l'Australie, on peut bien voir qu'il y a eu également des sanctions qui sont tombées, et on peut voir que du côté de l'Australie, le leader a tout simplement dit qu'ils vont geler ou alors ils vont imposer des sanctions sur les avoirs des oligarques russes résidents ou alors sur les avoirs des oligarques russes qui sont bien entendu situés du côté de l'Australie. On va également avoir des sanctions non seulement du côté de la France, mais aussi du côté de la Nouvelle-Zélande, du côté de la Taïwan et bien sûr du côté de l'Angleterre et des États-Unis. Donc, avec la Suisse qui n'est pas restée en l'est de la situation, elle a décidé également de sanctionner ou alors de geler tous les comptes russes ou alors des oligarques russes qui existent bien sûr du côté de la Russie et même des membres du gouvernement qui existent du côté de la Russie. Donc, et du côté de la France, ils ont décidé de geler ou alors de retenir tous les avoirs en biens de luxe, c'est-à-dire les yachts et peut-être bien d'autres avoirs comme ça là que détiennent les oligarques russes en France. Donc, ça, c'est pour la France. Et ce qu'on peut remarquer déjà d'entrée de jeu pour ce contexte-ci, c'est que on a clairement un contexte où il y a une sorte de collusion, une sorte de coalition, n'est-ce pas, qui s'est formée pour pouvoir neutraliser financièrement la Russie. Mais on peut aussi remarquer que ces sanctions-là sont en train de toucher beaucoup plus même les oligarques russes que le gouvernement russe en particulier. Et notez également que quelque part, ils n'ont pas en réalité touché quoi, le côté pétrole. Parce qu'en réalité, il faut préciser que la Russie est deuxième pays exportateur du pétrole. Okay? Donc, ça, c'est après, bien sûr, les États-Unis. Donc, ça, c'est une évidence. Et du coup, elle représente en réalité quelque part pratiquement 10% de toutes les exportations de pétrole à l'échelle mondiale. Donc, lorsqu'on évalue, ça fait quand même beaucoup. Ça voudrait dire que des réflexions sont encore en train d'être faites. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si ces sanctions-là ont déjà des effets directs sur la Russie, sur l'économie russe. Parce que le but ici, c'est de neutraliser l'économie russe, créer peut-être une sorte de famine, une sorte de disette, une sorte de difficulté à pouvoir financer la guerre que la Russie a entamée contre l'Ukraine et donc du coup les empêcher ou alors les dissuader à continuer et les affamer et donc les empêcher de pouvoir continuer amplement cette guerre. Et bien entendu, une fois qu'il y a eu ces sanctions qui sont prononcées, on a directement vu pas mal de réactions sur le marché, sur les marchés financiers de manière précise. On a vu la monnaie russe qui a baissé drastiquement, très drastiquement. On a fait une chute plutôt puissante du rouble, n'est-ce pas, ou alors du rouble russe comparé au dollar américain. Donc, lorsque vous prenez le ratio dollar américain contre le rouble russe, il y a eu une sorte d'explosion à la baisse, c'est-à-dire, ou alors une explosion à la hausse selon le contexte, c'est-à-dire $1 américain coûte désormais plus de presque 110 roubles russes, n'est-ce pas? Alors qu'il y a plutôt quelques jours, on était à environ 75, voire 70. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est marqué et qui s'est fait observer très clairement. Et l'économie russe a chuté très, très brutalement, de presque 30%, n'est-ce pas?
Donc, ça, c'est ce qui s'est clairement passé. Donc, nous avons un petit article précisant ici que la Russie a expérimenté clairement une chute de son... Une chute de... que la Russie a expérimenté clairement une chute, ou alors une chute de sa monnaie de presque 30%, passant bien sûr de 0,012 dollars à 0,009 dollars. Donc, ça, c'est une chute brutale et drastique qui va clairement renforcer l'inflation dans cette économie-là. Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des rachats de crypto-monnaies du côté de la Russie de manière massive. Voilà peut-être pourquoi on a vu le Bitcoin exploser en cours de semaine la semaine dernière, lorsqu'on observait bien sûr les marchés des crypto-monnaies plus précisément. Donc, on dit, according to the latest data from Russia Central Bank, the country M2 money supply for January was around 65.3 trillion rubles, which at the ruble's current market price of 1 cent is worth around 650 billions, roughly 120 billion less than Bitcoin total market capitalization. Donc, ce qui traduit en fait, bien sûr le fait qu'il y a eu des pertes en termes de valeur de monnaie. La Russie était obligée de faire une impression de monnaie brutale, n'est-ce pas? Une impression monétaire brutale, mise en disposition de la monnaie en circulation. M2 représente tout simplement la monnaie de circulation, et donc du coup, il y a eu une augmentation brutale de la monnaie en circulation, ce qui va bien sûr se traduire par une inflation catastrophique du côté de la Russie. Mais la question, c'est de savoir si la Russie va rester résiliente à ce niveau-là. Bien entendu, du côté encore du marché, du stock market, on peut se rendre compte que les banques russes, il y a des banques russes qui ont subi la situation de la coupure du réseau SWIFT, n'est-ce pas? Il y a eu une chute brutale, par exemple, de 95% de la share banque russe, n'est-ce pas? Qui était tradée à l'ordre de 13 dollars la share, n'est-ce pas? Pour passer de 13 dollars à 0,05, quelque chose comme ça. Donc, on a chuté vraiment de manière catastrophique. Donc, voilà, ça, c'est une chose qui a été observée clairement tout au long de cette période-là. Maintenant, la question qu'on doit maintenant répondre à la deuxième partie, c'est de savoir si on a eu, si ces sanctions-là pourraient avoir un effet concret. Une chose qu'il faut comprendre ici, c'est que d'après les études qui ont été menées sur l'impact des sanctions économiques, l'impact des sanctions économiques dans un pays, ou alors à l'échelle internationale, des sanctions à l'échelle internationale d'un pays, il a été prouvé que les sanctions économiques n'ont qu'un effet, ont une probabilité d'avoir effet de quasiment 33%. Okay? Donc, il y a une chance sur 3 que les sanctions aient clairement un effet. Et pour que ça ait effet, pour qu'on ait un effet vraiment prononcé, un effet clairement observable, un effet clairement significatif, il faut bien sûr que cet effet-là soit brutal, rapide et un impact direct. Ça, on a pu l'observer sur les banques, ça, on l'accorde, n'est-ce pas? On a eu cet effet direct sur les banques. Mais une autre chose qu'on doit également observer, c'est que les décisions doivent être prises de manière, dans une sorte de coalition et au même moment, quasiment. Donc, ça fait qu'il faut que la violence soit présente en un coup, comme si c'était un ensemble de personnes qui se regroupaient pour pouvoir faire un tir sur le pays en question, n'est-ce pas? Comme un ensemble de personnes qui se regroupent et tirent en même temps sur une même cible. Donc c'était cet effet de coalition-là qui doit renforcer en fait l'effet de la sanction. Ça, c'est une deuxième condition pour qu'il y ait vraiment des effets significatifs. Mais pour qu'un pays soit clairement sensible
a des effets, bien sûr, on va dire, a des effets, bien sûr, de sanctions. OK? Il faut que ce pays-là soit clairement exposé sur 3 points. OK? Le premier point, bien sûr, c'est au niveau de sa soutenabilité à la dette. OK? Donc, si un pays n'est pas soutenable, si la soutenabilité à la dette est faible, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'elle est hyper sensible à un effet de coût de financement. On parle de coût de financement, c'est un effet de taux d'intérêt. Donc, c'est-à-dire si les taux sont hyper élevés, si on augmente les taux de financement, alors les prix de financement pour ces pays-là, compte tenu du risque qu'il expose, et que ce pays-là ne parvienne pas à supporter ces taux d'intérêt-là, il est clair que ces pays-là vont aller en faillite d'un moment à l'autre. Et donc, il faudrait bien que ces pays-là soient clairement soutenables en termes de garantie, okay? Qu'il y ait clairement assez de garanties qui permettent de back-up toute situation incontrôlable et qui puisse apparaître et qui se traduise par une augmentation des taux d'intérêt. Et actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que compte tenu de la situation, bien sûr, les taux les taux de financement peut-être d'une économie telle que la Russie ont explosé. Ça traduit le fait que le pays est dans un contexte de risque assez élevé. Et on se pose la question, est-ce que ce pays-là peut, compte tenu peut-être de certaines garanties qu'elle peut proposer, soutenir la dette qu'elle pourrait avoir à l'échelle extérieure. Une autre chose aussi, c'est le financement extérieur. Est-ce que le pays en question est dépendant d'un financement extérieur de manière conséquente? C'est-à-dire, si un pays est principalement a une dette qui est principalement libellée en monnaie externe, alors ce pays-là est clairement exposé à des situations pareilles. OK? Donc, voilà pourquoi il faut prendre en considération aussi ce point-là. Et le troisième point, bien sûr, c'est le solde budgétaire. Est-ce que le pays en question dépend fortement des importations? Est-ce que la consommation qu'on observe dans ce pays-là est purement, vient purement des importations? C'est un peu comme les pays africains. Si on prend le Cameroun, si on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, les financements de l'économie du Cameroun ou alors de la Côte d'Ivoire sont prioritairement en dollars américains, c'est-à-dire des financements externes. C'est-à-dire s'il y a par exemple une crise qui arrive là, qui est incontrôlable et qui est assez puissante, ces pays-là sont purement exposés à des effets de sanctions potentiellement s'il y en a. OK? Si il arrive qu'on introduise des sanctions, ces pays-là sont hyper sensibles. Okay? C'est le cas aussi du solde budgétaire. Il faut que si ton solde budgétaire est purement, ou alors pardon, si ton solde externe est purement négatif, c'est-à-dire tes exportations moins tes importations sont purement négatifs. Ok, donc il se trouve que tu es dans un contexte où tu ne pourras pas facilement tenir si jamais on impose des sanctions à l'échelle internationale, à l'échelle de l'économie internationale. Une sanction, ça peut être par exemple de dire qu'on coupe clairement, ou alors on coupe clairement les importations venant de l'extérieur et qui entrent peut-être dans le pays en question. C'est-à-dire, imaginons que le pays est purement dépendant des importations de la Chine et la Chine et peut-être je ne sais pas trop de quel autre pays. Il se trouve que si on impose une sanction quelconque, ça va directement impacter le pays de manière drastique. Alors, ça, c'est des choses qu'il faut bien entendu soulever. Donc, on peut clairement dire que voilà les 3 points sur lesquels ces pays-là peuvent encore réagir si jamais il y a des possibilités, d'accord, en termes de sanctions. Mais le problème, c'est que s'ils font cela, s'ils réagissent déjà sur ce point-là, ils risquent de se tirer une balle dans le pied, tout simplement parce que en coupant, bien sûr,
les importations, en coupant bien sûr les échanges dans ce sens-là, il est clair que l'Europe va en subir drastiquement. Je tiens à préciser ici que l'Europe dépend clairement agrandir. Je tiens à préciser que l'Europe dépend clairement de la Russie en termes de gaz naturel de près de 40%. D'accord? L'Europe dépend de la Russie de près de 40% en termes de gaz naturel. Et si on ne prend que l'Allemagne, n'est-ce pas? Il dépend quasiment 50% de ses importations en termes de gaz naturel viennent de la Russie. OK? Et bien sûr, l'Allemagne consomme énormément de ce gaz naturel-là parmi les autres pays européens. Et il y a un rapport, je l'ai dit tantôt, la Russie représente quasiment 10% des exportations à l'échelle globale. OK? Et une autre chose que la Russie est en train de faire, parce qu'il peut arriver maintenant qu'il y ait des sanctions au niveau des frontières pour les importations des biens et services. Et là, si ça arrive, ça peut être encore hyper dangereux pour la Russie parce que la Russie a besoin également de ressources pour pouvoir tenir à cette série de sanctions, à cette séquence de sanctions. Et une autre chose que la Russie est en train de faire, bien sûr, c'est de se préparer à des alternatives parce que c'est possible, bien sûr, que ces pays-là décident de ne plus acheter le gaz de la Russie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? La Russie, elle est en train de signer un partenariat avec Pékin. Elle a signé même déjà pour pouvoir construire, bien sûr, un pipeline, n'est-ce pas? Ou alors une entreprise de gazoduc, n'est-ce pas? Qui va passer par la Mongolie et la Chine afin de pouvoir livrer clairement les pays d'Asie, principalement en termes de gaz. Donc, le nouveau marché est en train d'être exploré et ils pourront bien sûr se permettre de pouvoir ravitailler ce marché-là et ramener encore pas mal d'argent. Un autre rapport du FMI a également fait comprendre que si déjà la Russie vend son baril de pétrole à un tarif qui tourne entre 40 et 60 $, elle pourrait, pour une certaine quantité qu'elle maintient actuellement, atteindre clairement le break-even, c'est-à-dire pour atteindre un solde budgétaire, un solde externe quasiment nul, voire même un solde budgétaire quasiment au minimum nul. Et actuellement, vous pouvez voir que les prix ont clairement flambé du côté à l'échelle. Le prix du pétrole a clairement et du gaz a clairement flambé de manière brutale. On a atteint les 115, 117 quasiment en termes de prix du pétrole, donc quasiment le double de ce que l'on pourrait espérer. Et là, actuellement, les pipelines ne sont pas fermés, donc du coup, la Russie peut encore encaisser pas mal d'argent avec les exportations qu'elle pourrait encore faire entre-temps avant que les choses peut-être changent. Et personnellement, je ne pense pas qu'on pourrait fermer les pipelines dès maintenant parce que non seulement c'est bénéfique pour la Russie pour pouvoir encaisser encore plus d'argent, non seulement c'est aussi bénéfique qu'elle pourra utiliser, même si c'est gelé, elle pourra l'utiliser plus tard après que des négociations soient faites. Parce qu'une chose est sûre, dès que les choses sont en train d'avancer, des négociations vont être faites, vont être mises sur la table et vont signer des accords, des traités, des partenariats et bien d'autres choses. Ça, c'est clair, tel que les choses sont en train d'aller. Parce que plus ça va s'empirer, plus c'est l'Europe qui va perdre, plus la Russie va aussi avoir un peu de difficulté pour le temps de peut-être construire le nouveau pipeline, la nouvelle usine de production de gazoduc. OK? Donc, ça, c'est une chose qui est sûre. Donc, voilà. Ce qui montre clairement que la Russie pourrait potentiellement tenir encore pas mal de temps. OK? La Russie pourrait encore tenir pas mal de temps. Donc, ça voudrait tout simplement dire que pour le moment, malgré le fait qu'il y ait des sanctions, ces sanctions-là n'ont pas nécessairement un gros effet parce que non seulement
la Russie s'est préparée avec un partenariat avec la Chine dans un sens, mais aussi la Russie est un peu comme le fournisseur principal du gaz au niveau de l'Europe, gaz qui est utile pour toute activité économique existante, non seulement en Europe, mais aussi dans pas mal de pays de l'Asie aussi. Donc, vous comprenez tout de suite que si l'Europe ou alors l'Occident décide de couper le gaz là maintenant, c'est en fait une façon pour elle de se détruire, alors de s'étrangler en fait. Donc, ce ne serait pas possible pour elle de pouvoir prendre de telles décisions directement. Sinon, ce serait une souffrance atroce qu'elle va attribuer à leur population. Surtout que, encore à côté de tout ça, du côté de la France, il y a les élections qui se préparent. Il y a également pas mal d'actions politiques qui sont en train de se préparer dans d'autres pays du côté de l'Europe. Donc, du coup, ce n'est pas au bénéfice des politiciens de pouvoir faire des choses pareilles. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire clairement en ce qui concerne la Russie. Et donc, du coup, l'idée ici maintenant, c'est de surveiller pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite des événements et est-ce qu'il y aura des négociations pour la suite des événements. L'avenir nous dira, l'avenir nous le dira parce qu'il est clair qu'il y a pas mal d'informations qui sont en train de circuler. Il y a quasiment une grosse guerre, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes militaires. Donc, du coup, la guerre se positionne presque partout. Tiens, il y a ce graphique que je voulais vous montrer qui me semblait plutôt assez intéressant. Donc, d'après certains rapports du côté de Kaiko, il y a eu une grosse hausse de volume d'achat de crypto-monnaies, n'est-ce pas? Donc, ça voudrait tout simplement dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont transformé, on va dire ceci, qui ont éventuellement transformé leur détention de titres en monnaie russe par du Bitcoin pour pouvoir se protéger des effets qui ont pu se produire entre-temps. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me semble important de présenter. Et c'est ça qui a éventuellement produit le spike up qu'on a pu voir en cours de semaine dernière. C'est-à-dire la hausse brutale du Bitcoin qui avait atteint quasiment les 15% comme ça, quelque chose comme ça, en l'espace d'une journée ou de 2 jours comme ça. Donc, ça a été plutôt assez impressionnant. Donc, voilà, si je voulais vous montrer ça, donc, ça pourrait peut-être se reproduire, qui sait, ça pourrait peut-être se reproduire et à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut également observer et analyser encore avec un regard beaucoup plus pointilleux et en prenant un recul beaucoup plus contrôlé. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, j'aimerais que vous me dites en commentaire déjà ce que vous en pensez. Je veux voir vos commentaires. Je voudrais que vous posiez la question de savoir si la Russie pourrait potentiellement résister à cette guerre de manière efficace et bien entendu, comment est-ce qu'elle pourrait entre-temps se prémunir si jamais il y a des situations qui arrivent encore en termes de sanctions. Bien entendu, ça ne voudrait pas dire que du côté de l'Ukraine, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre en évidence. Peut-être on fera une vidéo pour peut-être donner aussi le regard du côté de l'Ukraine pour pouvoir faire l'équilibre de la balance. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ça nous fera déjà un gros plaisir et on verra bien comment est-ce qu'on pourra faire la suite des événements. Donc, ce sera avec plaisir de pouvoir avoir déjà des prédictions dans ce sens-là ou alors des analyses de scénarios dans ce sens-là pour pouvoir bien sûr voir comment les marchés financiers pourraient potentiellement se prononcer et se préparer à de telles anticipations. Donc, j'attends vos commentaires massifs, n'est-ce pas? Partagez au maximum la vidéo surtout. Et je me retrouve maintenant avec vous en face caméra pour conclure cette vidéo. Très bien, donc nous arrivons au terme de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, n'est-ce pas? À la partager au maximum et surtout à
cliquez sur la cloche de notification et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Afro-Forex. Donc, ce sera avec un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous en commentaire, en nous disant bien sûr, dites-nous en commentaire, ce que vous en pensez, quels sont vos avis sur le sujet et quel sera l'impact de telle situation sur le marché des crypto-monnaies, voire sur le marché du Forex. Donc, dites-nous cela en commentaire et ce sera avec un grand plaisir que je pourrai apporter des éléments de réponse ou alors on pourra potentiellement échanger ensemble. Surtout, téléchargez également le livret gratuit qui se retrouve en description de la vidéo, parlant bien sûr des 6 secrets pour un trading efficace. C'est un petit bouquin que j'ai écrit comme ça, qui se lit très rapidement et qui te permet de pouvoir te démarquer en maîtrisant déjà les erreurs à ne plus commettre lorsque tu démarres dans les marchés financiers. Va et télécharge le bouquin et retrouve-nous également dans les groupes WhatsApp Afro-Forex pour pouvoir échanger de trading, de Forex, de crypto-monnaie et bien sûr de pouvoir aller en profondeur sur certains sujets et pouvoir poser tes questions également, changer avec le groupe de traders débutants si tu es débutant bien sûr, et intermédiaire si tu es également intermédiaire. Donc je t'attends dans les groupes WhatsApp, je t'attends également en commentaire et on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!